Alors, je vous propose aujourd'hui, dans la perspective de nos émissions d'été, deux entretiens inédits, réalisés d'une part avec Pierre Demeuse pour son ouvrage Idées et doctrines de la contre-révolution, paru aux éditions Dominique Martin-Morin, et d'autre part Alain Dubaudiez qui nous donne La Grande Guerre, autopsie d'un séisme 1870-1935, paru aux éditions Temporis. J'ai le plaisir, chers téléspectateurs, de recevoir aujourd'hui mon vieil ami Pierre Demeuse, qui vient de publier aux éditions Dominique Martin-Morin un ouvrage intitulé « Idées et doctrines de la contre-révolution ». Un ouvrage que je considère comme un travail majeur dans la bataille des idées en cours. La contre-révolution a déjà eu ses historiens, je pense notamment aux travaux de Jacques Godechaux ou de Jean Tullard en matière d'histoire. On connaît aussi l'abondante bibliographie qui a été consacrée à l'insurrection vendéenne au cours des dernières décennies. Mais Pierre Demeuse s'est attaché principalement à présenter les idées, les doctrines de la contre-révolution en réaction à la révolution jacobine que nous connaissons bien et qu'a connue la France à l'extrême fin du XVIIIe siècle. Alors, ce qui est intéressant dans cet ouvrage, c'est que Pierre Demeuse n'a pas réalisé une sorte de catalogue de tous les auteurs contre-révolutionnaires qu'il aurait en quelque sorte inscrit dans la chronologie, ce qui, en termes pédagogiques, didactiques, avait le mérite de la simplicité. Il a plutôt retenu une approche thématique qui pose un certain nombre de questions, un certain nombre de problèmes, à propos desquels il nous fournit une réflexion extrêmement originale, extrêmement riche, car il faut le préciser, Pierre Demeuse, qui est juriste de formation, qui est docteur en droit, est aussi enseignant. Il a enseigné le droit, l'économie, et de plus, il a, et depuis de nombreuses décennies, multiplié les curiosités. C'est quelqu'un d'une érudition et tout à fait encyclopédique, notamment pour tout ce qui concerne l'histoire des idées. Et des idées de droite, il se trouve que j'ai eu l'occasion de le connaître il y a maintenant une quarantaine d'années, et j'ai eu l'occasion de suivre son itinéraire intellectuel qui nous propose aujourd'hui, comme aboutissement en quelque sorte, cet ouvrage consacré à la contre-révolution. Alors, tout d'abord, la contre-révolution, Pierre Demeuse, peut-être faut-il la cerner en termes de définition dans le temps. Qu'est-ce que l'on place sous ce terme dans la conception classique de la contre-révolution? Tout à fait, c'est une première question qu'on doit se poser. Qu'est-ce que c'est que la pensée contre-révolutionnaire? Est-ce que l'on considère d'abord que la contre-révolution est un phénomène daté, qui a un commencement et une fin? Est-ce que la contre-révolution s'arrête en 1798, comme le pense Jean-Clément Martin, ou en 1945, comme Marcel Gauchet? Bien sûr, c'est la question qu'on peut poser. Non, mon opinion est que tant que les idées de la Révolution ont toujours cours, tant qu'il y a des gens pour penser que la Révolution française n'est pas finie, que les promesses de 1789 ne seront pas tenues, eh bien, il y a place pour la contre-révolution. Et la contre-révolution continue à vivre. Elle est antérieure à la Révolution dans la mesure où, comme vous le savez, la Révolution française n'a fait que concrétiser des idées qui étaient déjà exprimées dans la société depuis un siècle. Oui, qui commence avec la fameuse crise de la conscience européenne décrite par Paul Hazard. Tout à fait. Entre 1680 et 1740. Exactement. Donc, il y a, dès le début du XVIIIe siècle, des gens qui vont critiquer cette pensée révolutionnaire avant la lettre. Ensuite, il y a des gens qui, dès que la révolution se manifeste, vont critiquer cette révolution, essentiellement d'ailleurs, au départ, ailleurs qu'en France.
Donc, voilà. Burke en particulier. Burke, tout d'abord, le premier, c'est Burke, évidemment. Donc il y a dans la contre-révolution un caractère général, c'est une option critique qui commence un siècle avant la Révolution et qui se continue de nos jours. Alors vous avez évoqué les idées ou les promesses de la Révolution contre lesquelles justement va se définir la contre-révolution. Alors pourrions-nous en quelques mots résumer, rappeler ce que sont ces idées, ces promesses qui ont fourni la dynamique idéologique qui a porté les événements à partir de 1789. Bien, essentiellement, la contre-révolution promet l'émancipation. La révolution. La révolution. La révolution promet l'émancipation de l'homme, l'homme étant conçu en tant qu'individu. En tant qu'individu, voilà. L'émancipation de l'individu. L'homme pourra connaître sa condition dans ses détails les plus intimes, pourra faire ce qu'il veut de lui-même. C'est ça la promesse de la Révolution. Et un homme qui aura droit au bonheur. Et bien sûr, pour obtenir le bonheur. Cette idée neuve en Europe, voilà, selon Saint-Just. C'est ça. Donc c'est ça l'essentiel de la Révolution. Après, quand on dit ça, il y a des tas de conséquences qui apparaissent, mais l'idée première, c'est ça. L'homme est libre de son destin, il décide ce qu'il doit être. Et alors, ce qui frappe également, c'est l'extrême diversité des discours contre-révolutionnaires. Dès le départ, dès la fin du XVIIIe siècle, en réaction aux événements de 89 et à plus forte raison de 93 ou 94, et puis ensuite, tout au long du XIXe, c'est à partir de questions différentes, de sujets différents, que vont se structurer les discours contre-révolutionnaires. Mais on a évoqué tout à l'heure, nous avons évoqué tout à l'heure Burke, qui dès 1790, je crois, apparaît comme une sorte de pionnier. Alors, c'est un pionnier, effectivement, dans la critique de la Révolution en tant que fait. Oui. Parce qu'avant la Révolution, il y a des gens qui, ailleurs qu'en France, critiquent la pensée de la Révolution, notamment un grand philosophe allemand qui s'appelle Herder. Alors, Herder va énormément apporter à la contre-révolution, quoique de manière clandestine. C'est ça qui est très intéressant. Parce que vous savez, la contre-révolution, c'est pas quelque chose, c'est pas un sépulcre fermé. Hein, c'est un ensemble vivant dans lequel il y a toujours des choses à trouver. C'est ça. Hein, et il se passe toujours quelque chose dans la contre-révolution. Ouais. Voilà. Et donc Burke est anglican, bien sûr. Hein, il est britannique, en fait, il est irlandais, mais bon, il a fait sienne les idées des Lumières anglo-écossaises, auxquelles il appartient. Et donc Burke va critiquer tous les présupposés de la Révolution en disant que c'est créer une mentalité artificielle, qu'elle se fonde sur des a priori qui sont faux, qu'elle ne respecte pas les choses qui ont une véritable valeur. Tout un héritage du passé. Absolument. Dans sa volonté de faire table rase, voilà. Pour reconstruire complètement et artificiellement l'homme et la société. C'est la grande critique de Burke. Burke va jusqu'à dire, et ça c'est quand même extraordinaire, chose qui au départ est choquante, mais dans la contre-révolution il y a toujours une volonté de choquer. Burke va dire que la tradition est un préjugé, mot qui, depuis Descartes, est considéré comme tout à fait péjoratif. Péjoratif, oui. La tradition est un préjugé, mais le préjugé est le vêtement d'une raison cachée. Oui, voilà. Le préjugé peut avoir du bon. Voilà. Le préjugé, dans le préjugé, il y a un certain nombre d'expériences qui ont été accumulées au cours des temps et qui ont réussi. Et alors, ce qui est intéressant aussi, je crois, c'est de rappeler que Burke a été favorable à la Révolution américaine, mais va condamner la Révolution française, parce que la Révolution américaine s'inscrivait dans la tradition parlementaire britannique, quelque part, alors que la Révolution française, par sa volonté de table rase, de reconstruction complète et totale, était un projet qui en lui-même était complètement déconnecté des réalités. Alors oui,
Alors, quand vous dites qu'il a pris parti pour la révolution américaine, c'est un peu vite dit. Disons qu'avant que le conflit ne commence, il prend position pour que l'on écoute les revendications des colons représentés de Nouvelle-Angleterre. par les assemblées. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. Donc il est évident que dans le cadre de la tradition britannique, il y a une représentation, il faut respecter cette représentation, et il considère que la volonté un peu financiariste du ministre, du Premier ministre britannique, dont j'ai oublié le nom, cette volonté de faire de l'argent avec n'importe quoi et de faire cracher les colonies parce qu'il faut remplir les caisses, c'est une chose qui n'est pas acceptable sur le plan de la tradition britannique. Donc c'est pour ça qu'il va prendre position en faveur de ceux qui vont devenir par la suite les insurgents. Bon, la Révolution française, c'est tout autre chose. C'est une métaphysique adultérée, comme il dit. C'est-à-dire qu'on bâtit une conception du monde, et à partir de là, il faut que tout colle avec cette conception, sans tenir compte des véritables réalités. On se fonde sur une anthropologie radicalement nouvelle, inventée, à partir de laquelle on veut bâtir une société qui sera forcément, au bout du compte, artificielle. Alors, on a évoqué la diversité de la contre-révolution. Il est vrai que Burke, ce n'est pas forcément l'auteur qui a eu le plus d'écho dans les années qui ont suivi immédiatement 1789. On a des gens, par exemple, comme l'abbé Barruel, qui vont être à l'origine de toute la vision complotiste de la Révolution. Alors, Barruel est quand même un cas particulier. On ne peut pas dire que Barruel, ce soit toute la contre-révolution. Non, bien sûr. Moi, je pense au contraire que Burke a eu au départ une très grande influence et que jamais Bonald, Maistre ou Montlosier n'auraient écrit ce qu'ils ont écrit en France, ou Rehberg en Allemagne, Gens en Autriche, tous ces gens... Qui sont les grands contre-révolutionnaires du 1er 19e siècle, pour résumer. Exactement, c'est ça. Tous ces gens sont les grands contre-révolutionnaires qui ont parlé parce que Burke avait ouvert la voie. Alors, il ne faut pas oublier, puisque vous parlez de Barruel, que Barruel est un jésuite. C'est un jésuite qui a été privé de son ordre. Et puis les jésuites, il faut se méfier avec les jésuites. Mais non, mais c'est-à-dire que les jésuites, il faut comprendre que les jésuites, dans le XVIIIe siècle, vont s'opposer aux Lumières, mais pas du tout dans une optique de défense de la société traditionnelle. Ils s'opposent aux Lumières dans une perspective théocratique. C'est ça. Ils règlent les comptes politiques des expulsions successives qu'ils ont connues en France, en Espagne et ailleurs. Oui, et puis ils partent de l'idée qu'au fond, aucun État n'est véritablement légitime et que les choses ne pourront être convenables que le jour où les États seront construits, je ne dis pas forcément par les jésuites, mais au moins en prenant en compte l'impératif premier de Omnia instaure in Christo, c'est-à-dire tout soumettre au principe de l'ordre intellectuel chrétien. Et donc à la papauté. Et donc la papauté. Et ça, évidemment, c'est pas... Les contre-révolutionnaires ne peuvent pas du tout être réduits à cette vision des choses. C'est tout autre chose. Mais il y a cet aspect complotiste qui est intéressant chez Barruel, parce que c'est le début de toute une tradition, de toute une lecture de la Révolution française qui va alimenter la sensibilité contre-révolutionnaire. Oui, c'est vrai. Barruel a eu des successeurs. Il a eu un successeur... dans une certaine mesure, avec Augustin Cochin. Oui, Augustin Cochin, nous avons invité récemment un auteur, voilà que j'ai oublié son nom, notre ami lyonnais, là, qui vient de publier son ouvrage sur Augustin Cochin, qui est un auteur qui avait été complètement oublié, c'est intéressant que vous en parliez, qui avait été complètement oublié, qui a été remis un petit peu en avant grâce à Furet dans son Penser la Révolution. Il lui a rendu en quelque sorte justice quant à son analyse des causes de la Révolution. Mais Augustin Cochin reprend un petit peu Barruel dans son analyse des sociétés de pensée avant la Révolution. Avec beaucoup plus de prudence avec des nuances, que Barruel. Avec des nuances, oui. Beaucoup plus de prudence. Cochin est un véritable chartiste. C'est un homme de dossier qui ne parle pas avec des on-dit, mais qui se réfère en permanence à des pièces, à des dossiers. Donc Cochin est quand même un savant dans l'histoire de la Révolution, et beaucoup plus nuancé que Barruel.
Mais Baruel est intéressant. Il a un peu une seule idée. C'est le complot maçonnique. Le complot. À l'époque, il ne parle pas seulement maçonnique. Le complot des partisans de la destruction, de l'alchimie de la pensée, la nouvelle alchimie. Oui, et alors avec en même temps un certain aveuglement quant au rôle qu'a joué l'aristocratie elle-même dans la préparation de la Révolution. Alors là, oui, bien sûr, l'aristocratie a joué un rôle important, mais il faut quand même voir une chose, c'est qu'au moment de la Révolution, personne ne défend l'Ancien Régime en France. Personne. C'est ça qui est extraordinaire. Quels sont les penseurs qui défendent, qui s'opposent aux Lumières? Bon, il y a des gens qui s'opposent pour raisons littéraires. Linguet, Fréron, oui, voilà. L'adversaire de Voltaire. Pour des raisons littéraires, pas du tout pour des raisons politiques. Politiquement, il y a Nicolas Rousseau. Mais Nicolas Rousseau n'est pas non plus un contre-révolutionnaire. C'est un homme qui, en fait, plaide pour... c'est un grand légiste, c'est un grand juriste, qui plaide pour un despotisme éclairé. Voilà. Et ça, à part ça, il n'y a pas de défense de l'Ancien Régime. Parce que le despotisme éclairé n'est pas non plus la défense de l'Ancien Régime. Non, bien sûr. Hein? Donc en fait, c'est seulement après la Révolution qu'en France, on va revenir sur la question, grâce à l'intervention de Burke. Oui, et puis il y a eu la séquence tragique de la Révolution et de l'Empire, qui va durer un peu plus d'une génération. Mais après 1815, là, effectivement, on va avoir un retour sur les événements, une réflexion approfondie qui va, en quelque sorte, ouvrir des perspectives à la pensée contre-révolutionnaire. C'est la deuxième temps de la contre-révolution, parce qu'en fait, les premiers écrits, la lettre d'un Savoisien, si je ne m'abuse, 1794, les premiers écrits fondamentaux de Maistre et de Bonald, c'est 1797. Donc c'est quand même antérieur à l'Empire. Hein. Bon, mais après... Mais ils vont rencontrer un écho évidemment considérable à la faveur de la Restauration. Ah non, avant n'oublions pas que, ça c'est quand même quelque chose d'invraisemblable, Bonald est une éminence grise de l'université française sous l'Empire. Ah oui, déjà. Oui, déjà, bien sûr. On lui a proposé le grade de grand maître de l'université, Bonald. Et d'ailleurs, Maistre et Bonald, au départ, n'estiment pas que la restauration de la monarchie des Bourbons est absolument la seule voie possible. Oui, c'est ça. Il y a eu un moment où Bonald s'est plus ou moins rallié à Bonaparte. C'est très intéressant quand même de voir ça. Oui, bien sûr, après, évidemment, il a changé de vision, ça n'a qu'un temps. Mais, et d'ailleurs, les œuvres de Bonald vont être interdites par Napoléon. Mais pourquoi? Parce que Napoléon estimait que, à trop justifier le pouvoir, on finissait par trouver des caractéristiques qui ne collaient pas avec sa propre conception du pouvoir. Voilà. Et alors il y a un lien évidemment étroit, vous l'évoquez de manière très complète dans votre ouvrage, entre la contre-révolution et la religion, voire une confusion parfois entre les deux. À l'époque de l'alliance du trône et de l'autel, et à l'époque des gouvernements ultras sous la Restauration, on a le sentiment un petit peu que la tradition catholique et puis la réaction politique que représente la Restauration vont de pair, marche de conserve. Et que peut-on en penser? Alors, ce qu'on peut penser, c'est que d'abord, il est vrai et indiscutable que la contre-révolution, toute la contre-révolution, absolument tous les contre-révolutionnaires, seront favorables à la religion. D'accord. Il y a dans la contre-révolution une permanence de tous les auteurs contre-révolutionnaires pour dire que la religion c'est bien. Parce que, eh bien, être religieux, c'est un élément structurant de la société. C'est la forme, la religion est la forme la plus élevée, la plus noble, la plus normative de la société. Donc ça, c'est une chose qui est commune. Maintenant, dans cette adhésion à la religion, il y a des visions qui sont extrêmement différentes. D'abord, il ne faut pas croire que tous les contre-révolutionnaires sont catholiques.
Vous avez des contre-révolutionnaires qui sont protestants. Burke est anglican, le premier après la Révolution. Herder est calviniste. Vous avez aux Pays-Bas Kuyper est calviniste. Von Haller en Suisse est calviniste. Après, il se convertira au catholicisme, mais sur le tard. Vous avez quand même énormément de visions. Puis vous avez des orthodoxes également. La contre-révolution en milieu orthodoxe, elle est profondément orthodoxe. Elle ne cherche pas du tout à se convertir, malgré les efforts de Mestre quand il était ambassadeur de Sardaigne à Saint-Pétersbourg. Donc il y a une diversité déjà sur le type de religion. Et puis ensuite, il y a une vision de la religion qui est différente entre les auteurs, mais très différente. Bon, alors, Bonald, par exemple, est plutôt gallican. Mestre est ultramontain à l'extrême, à outrance, n'est-ce pas? Mais un ultramontanisme qui quelquefois frise l'hétérodoxie. On n'a pas le temps, mais je pourrais raconter des tas d'anecdotes qui sont très amusantes sur la vision de Mestre par rapport à son orthodoxie. Il se fabrique une religion à lui. Il en est très content d'ailleurs. Et puis ensuite, vous avez Blanc de Saint-Bonnet, au contraire, qui est un catholique exalté. Léon Blois. Avant, en amont, il y a eu Chateaubriand et son génie du christianisme. Chateaubriand, vous me permettrez de vous dire que je ne l'inclus pas dans la contre-révolution. Dans la contre-révolution. Non. Chateaubriand, alors... pourtant, il a été légitimiste. Ensuite, votre fils est mon roi, madame, dit-il à la duchesse de Berry. Mais vous ne l'incluez pas dans la contre-révolution. Non, et d'ailleurs, j'ai quand même de bonnes raisons. Sans aller jusqu'à... D'abord, parlons de ce que Chateaubriand disait lui-même, comme il se définissait lui-même. Eh bien, il définissait la pensée de Bonald comme un sépulcre fermé qui a rompu définitivement avec la lumière. Ah oui. Très grave quand même. Et non, Chateaubriand n'est pas du tout un contre-révolutionnaire. C'est un homme qui a défendu la tradition chaque fois qu'elle était condamnée à mort. Mais tant qu'elle luttait pour survivre, il s'opposait à elle. Autrement dit, il défend la contre-révolution comme la corde soutient le pendu. Maurras a fait une critique de Chateaubriand sur ce plan à laquelle j'adhère, parce qu'il a absolument bien montré que la pensée de Chateaubriand ne cherche pas à défendre l'ordre traditionnel comme quelque chose de vivant, qui a un avenir, mais comme l'expression des sentiments un peu affreux que stimule la mort. La contre-révolution, c'est la mort. Façon quand même un peu spéciale d'être royaliste. Oui, évidemment. Alors, il y a la question des rapports de la contre-révolution et de la religion. Vous consacrez également des pages extrêmement stimulantes aux relations entre la contre-révolution et le nationalisme. Car il y a là quelque chose d'un petit peu paradoxal. Ah, mais tout est paradoxal. Le nationalisme est né de ce chaudron de sorcière qui a été la Révolution et l'Empire, ce grand basculement. Finalement, ultérieurement, le nationalisme tel qu'il va se développer au XIXe siècle et surtout dans la première partie du XXe siècle, on va souvent l'assimiler à la contre-révolution. Et alors, quels sont les points qu'il paraît intéressant de mettre en lumière à ce sujet? Si vous voulez, il s'agit d'une mutation qui va se produire. Et vous avez parfaitement raison de dire que l'éclosion du nationalisme n'est pas du tout, ne se place pas du tout au départ dans un contexte favorable à la contre-révolution. C'est une mauvaise nouvelle, le nationalisme, pour la contre-révolution au départ. Et ça va être exprimé de manière très intelligente par un personnage qui n'était pas un penseur, mais qui était un monarque, puisqu'il s'agit de l'empereur d'Autriche François II. Lorsque vous avez dans le Tyrol la révolte du fameux Andreas Hofer. Alors Andreas Hofer lutte pour le retour du Tyrol à la couronne d'Autriche. Il s'oppose à la domination bavaroise qui est soutenue par la France. Par la France de Napoléon. Donc il soulève la population contre les troupes bavaroises et françaises. Et ceci au nom de la patrie autrichienne, de la patrie allemande.
Et on a des notes de François II, l'empereur d'Autriche, sur ce point, dans lequel il dit de manière très synthétique, mais parfaitement exacte, bien sûr, aujourd'hui, ils sont pour moi. Mais demain, ils peuvent parfaitement être contre moi. Ça, et là, il montre parfaitement où est le problème. Limite, oui. Où est le problème? C'est qu'effectivement, le nationalisme, ce n'est pas du tout l'adhésion traditionnelle à la dynastie, au pouvoir sacré qui était celui de l'Ancien Régime. Naturellement pas. Hein. Le nationalisme, c'est au contraire un sentiment profond qui vient de une volonté, un sentiment qui devient volonté, hein, et qui s'exprime en politique, mais d'une façon qui n'a rien de traditionnel. Cela dit, ce nationalisme qui au départ est, je dirais, en utilisant une expression un peu moderne, de gauche, n'est-ce pas? C'est ça. Va évoluer, va muter au milieu du XIXe siècle, à partir des années 70. C'est ça. Et ceci en fonction de quoi? Eh bien, tout simplement, en raison de l'influence dans les esprits des lettres allemandes et notamment kantiennes. Oui. Car c'est ça qui va déterminer, comme l'a très bien montré Barrès, il faut lire un livre remarquable de Barrès qui s'appelle Les Déracinés, dans lequel il explique parfaitement comment ça s'est passé. Et Raoul Girardet, plus tard, a repris cette idée d'un passage du nationalisme de gauche à droite. Ah mais c'est indiscutable. C'est indiscutable. Voilà. Eh bien, Pierre Demeuse, il y aurait encore énormément de choses à dire à ce sujet. Je vous remercie beaucoup. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Idées et doctrines de la contre-évolution, par Pierre Demeuse, donc aux éditions Dominique Martin-Morin. Merci. Je reçois aujourd'hui, chers téléspectateurs, Alain Dubaudiès, qui vient de publier La Grande Guerre, autopsie d'un séisme 1870-1935 aux éditions Temporis. Alors Alain Dubaudiès est un ancien militaire, il a été officier de l'armée de l'air, puis il s'est reconverti comme ingénieur conseil, chef d'entreprise, spécialisé dans le domaine informatique, et il consacre ses loisirs à deux passions plus qu'honorables, puisqu'il s'agit de l'histoire et de la musique. Il organise notamment des festivals musicaux, comme celui de Saint-Paul-de-Vence, par exemple. Alors, Alain Dubaudiès, votre Grande Guerre, vous l'accompagnez de dates qui peuvent initialement paraître surprenantes, parce que vous avez en sous-titre « Autopsie d'un séisme 1870-1935 ». Alors, comment justifier ces dates? Parce qu'a priori, la Grande Guerre, c'est 1914-1918. Bien, je crois que dans l'histoire, il y a des grands événements, et puis entre chaque événement, il y a des périodes de tension. Et ce sont ces périodes de tension qui sont la genèse des événements qui vont se produire. Donc quand je me suis intéressé à la guerre de 14, j'ai essayé de voir quelle était la cause première. Bon, on s'arrête souvent à l'attentat de Sarajevo, mais ça c'est l'allumette. C'est ça. C'est pas la cause première. La cause première, c'est le changement de monde qui avait été introduit par la révolution industrielle. Alors si on regarde le changement de monde en Europe, 1870 est une bonne date parce que c'est le moment où la France va être vaincue par la Prusse et c'est le moment où la Prusse va s'ériger en empire, ce qui va tout chambouler en Europe. Maintenant, si on regarde dans le monde, si on regarde 1850, les États-Unis, c'était encore des peaux rouges, avec à l'ouest des gens qui se battaient pour savoir sous quel régime ils allaient vivre. 1868, c'est la fin de la guerre de sécession. 65. C'est le début de la... 1865, par contre, c'est la fin de la guerre de sécession. C'est
la conquête de l'Ouest, c'est la découverte de minerais, c'est le train, et finalement, en très peu d'années, va surgir la première puissance mondiale. Si on regarde du côté du Pacifique, cette fois-ci c'est bien 1868, c'est le changement de régime au Japon, où tout était fermé depuis des siècles. Personne ne pouvait pénétrer au Japon. Et puis tout d'un coup, une nouvelle dynastie arrive. Et là, c'est la grande ouverture. On appelle les pays européens pour avoir une armée, pour avoir une marine, etc., etc. Et ça va aller tellement vite qu'en 1904-1905, le Japon est capable de vaincre la Russie sur les mers. Et ça va chambouler le monde. Donc, cette date de 1870 ne me paraît pas fausse. Alors, on peut toujours discuter à quelques années près, mais c'est la période à laquelle l'ensemble de la planète est en train de changer. Il y a un nouveau rapport de force qui s'installe, de nouveaux moyens également qui apparaissent et qui font entrer le monde dans une phase nouvelle. D'une certaine façon, on peut dire que la révolution industrielle s'est exportée. Voilà, elle s'est généralisée à un grand nombre de puissances, là où 2 générations avant, elle était encore le fait de l'Angleterre, avec de timides débuts en France ou en Allemagne, par exemple. Avec 2 pôles fondamentaux, les États-Unis, qui vont surgir comme une puissance, la première puissance mondiale, et le Japon, qui va quand même gouverner l'Extrême-Orient pendant plusieurs années. Pendant plusieurs décennies, oui. Alors c'est la deuxième date qui m'intéresse aussi. Pourquoi est-ce que ce séisme, vous le faites cesser en 1935 ? Alors là, c'est peut-être plus artificiel. Je voulais dans ce livre traiter les conséquences de la guerre de 14. Donc ça voulait dire que j'allais plus loin. Souvent, dans la plupart des ouvrages consacrés à la guerre de 14, il y a 2-3 pages sur les causes et puis 4-5 pages sur les conséquences. Là, je voulais aller assez loin dans les conséquences. Cela dit, je ne voulais pas aller jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Je n'allais pas traiter 2 guerres dans le même ouvrage. D'accord. Alors il fallait donc que je m'arrête avant. Alors pourquoi j'ai choisi 1935 ? C'est un clin d'œil à la pièce de Jean Giraudoux, La guerre de Troie n'aura pas lieu. Ah oui. Puisque Giraudoux a l'intuition, qui est diplomate, il a l'intuition qu'il va y avoir une guerre, et il écrit cette pièce qui a eu un succès énorme, parce que ce que je pense, c'est que les Français refusaient la guerre, ils refusaient d'y penser, mais elle était dans leur subconscient. Et la guerre de Troie n'aura pas lieu, justement, place le spectateur en confident des dieux, et ils comprennent que lorsque les portes de la guerre se ferment, c'est une mascarade. Peut-être qu'ils ont eu ça à l'idée au moment de Munich. Et 1935, c'est l'année du réarmement allemand aussi. C'est la grande année. Hitler annonce le réarmement en mars 1935. Il commence à mettre en cause les clauses militaires de Versailles. Bon, on peut dire qu'en 1935, les carottes sont cuites. Vous allez peut-être un petit peu vite, parce qu'on pourrait imaginer qu'il y eut eu une réaction tout de même face à la montée en puissance et aux initiatives de l'Allemagne hitlérienne. Il y a un moment précis qui est celui de mars 1936, de la remilitarisation de la Rhénanie, où là, la France, même seule, était en mesure de réagir et de réagir victorieusement. Mais elle n'a rien fait parce que on n'avait pas de plan particulier et puis parce que les Anglais ne faisaient rien. La gouvernante anglaise restait en retrait. Si je vous suis sur ce terrain, on sort du livre là. Oui. Mais ça m'intéresse parce que je suis en pleine écriture du volume suivant. Du volume qui consiste à voir comment on est passé de la victoire à la défaite. Oui. Et au moment du réarmement allemand, les Alliés ne sont plus alliés, enfin, ils ne s'intéressent plus. D'une part, les États-Unis sont repartis dans un splendide isolement, et d'autre part, les Anglais sont quand même extrêmement tentés
par les sirènes d'Hitler, leur roi d'abord, Oui. et puis toute une élite sont plutôt pour un rapprochement avec l'Allemagne. Et ça laisse la France totalement isolée devant le réarmement allemand. Et rapprochement anglo-allemand, 1935, 18 juin 1935, c'est l'accord naval anglo-allemand qui intervient quelques semaines après la constitution du front de Stresa entre l'Angleterre, la France, l'Italie, contre le réarmement allemand annoncé en mars. Et les Anglais s'entendent directement avec Hitler dans notre dos, en quelque sorte. Ce qui est tout de même assez significatif quant au comportement de la dite gouvernante anglaise durant cette période. Pour vous suivre en dehors du terrain de ce livre, c'est également le moment où Pierre Laval signe un traité avec l'Union soviétique. Parce que Laval voulait isoler les Allemands et le pacte franco-soviétique. C'est-à-dire qu'on voulait reconstituer l'alliance de revers de 1914 face à une Allemagne redevenue inquiétante. Bon, mais là, on est sorti du bouquin. Non, on sort. Oui, on est passé au-delà de 1935, évidemment. Alors, revenons-en donc au début de tout ça, puisque c'est de la Grande Guerre dont il est question. Alors, cette Grande Guerre, il y a une question que je vais vous poser, parce que je serais heureux d'avoir votre sentiment sur ce point-là. Vous savez, les grands historiens de la question, je pense notamment à Pierre Renouvin, Jean-Baptiste Durossel, ont distingué ce qu'ils appelaient les forces profondes et puis les événements immédiats, en quelque sorte, qui correspondent à la crise de l'été de 1914. Et là, il y a une grande question qui demeure à ce propos. Est-ce que la guerre en 1914, si on laisse de côté la part d'imprévu qui correspond à l'assassinat de Sarajevo, est-ce que la guerre, selon vous, en 1914, était inévitable, inéluctable? En 1914 ou éventuellement quelque temps après. C'est une question, je crois, qui n'est pas véritablement tranchée aujourd'hui. Je reprends dans mon livre une analogie qui est d'un économiste américain qui s'appelle Thurow, qui dit finalement les forces qui génèrent les événements sont comme des forces souterraines, comme ces ondes qui sont sous la terre, ces plaques tectoniques, et puis un jour, il sort un séisme. C'est un peu ce qui a inspiré le titre de ce livre. Alors, je crois qu'effectivement, depuis une période que j'ai estimée autour de 1870, des forces profondes jouent. Le monde est en train de changer, la Terre tremble, et ça va forcément éclater à un moment ou à un autre. Alors, est-ce que ça va forcément éclater sous forme d'une guerre ? On peut imaginer d'autres phénomènes, des grandes invasions, mais ça va bouger. Or, en Europe, tout de même, les pays veulent la guerre. Les Allemands ont une attitude qui est quand même très, très militaire et très guerrière, mais personne en Europe ne fait vraiment d'efforts pour la paix. La France en particulier. Parce que, il faut dire aussi, je crois, que l'horizon de la guerre fait partie des choses considérées comme courantes, comme normales. On n'a pas fait l'expérience de cette guerre industrielle monstrueuse. Donc, la guerre est la mère de toutes choses, comme disait Héraclite en son temps, et elle fait partie du paysage, je dirais, mental des dirigeants européens de l'époque. C'est une possibilité, même si on ne la souhaite pas ardemment, c'est une chose, quelque part, qu'on peut considérer comme naturelle. Oui, mais je vous fais observer que après l'attentat de Sarajevo, le président de la République, Poincaré, part pour Saint-Pétersbourg avec son premier ministre qui était René Viviani, et ils vont pas là-bas pour parler de paix, ils vont là-bas pour s'assurer
que la Russie va bien rentrer dans la guerre à leur côté. C'est-à-dire ils veulent surtout expliquer à la Russie qu'ils sont prêts à la soutenir pendant la crise qui s'est ouverte avec l'attentat de Sarajevo, cette nouvelle crise balkanique. Oui. Parce qu'il faut rappeler quand même que en 1911, par exemple, au moment de la crise marocaine d'Agadir, la Russie est restée quelque peu en retrait. Qu'en 1908, au moment de la crise balkanique, les Français se sont pas mis trop en avant pour soutenir la Russie dans cette affaire-là. Donc il fallait forcément confirmer en quelque sorte l'alliance, resserrer l'alliance à un moment où on craint par définition la surpuissance allemande quand on est français. Alors si on veut un peu expliquer les Balkans, j'ai parlé tout à l'heure des nouvelles puissances du monde. Mais il y avait également des puissances qui étaient en plein déclin. Et il y en avait deux. Il y avait l'Empire ottoman et il y avait la Chine. Donc le déclin de la Chine va permettre au Japon son expansion. Quant au déclin des Balkans, de l'Empire ottoman, il va conduire à un abandon progressif de souveraineté sur le territoire des Balkans, et ce territoire des Balkans, il est convoité essentiellement par la Russie et par l'Autriche. Et puis, il y a aussi des rivalités internes à cet ensemble balkanique, parce que les nations-États nouvelles qui sont apparues dans les Balkans à la faveur de leur émancipation par rapport au sultan, ils ont des conflits territoriaux, ils ont des antagonismes historiques entre Serbes et Bulgares, etc., etc. Donc, tout cela, évidemment, crée les conditions d'une instabilité, crée les conditions de ce qu'on appelle à l'époque la poudrière balkanique. Dès qu'un empire est démantelé, il se passe des tas de choses. Alors, en même temps, vous évoquiez l'Empire chinois et l'Empire ottoman. Je pense aussi qu'il y a une autre manière peut-être de voir les choses, c'est que les perspectives ouvertes par l'abaissement de ces empires traditionnels laissaient des possibilités considérables aux puissances européennes en ce qui concerne leur mise en valeur, en ce qui concerne leur exploitation, et que les choses avaient commencé à aller dans ce sens. On le voit bien en Chine, où on s'était partagé la Chine, le fameux gâteau chinois qu'on avait, le break-up of China. C'est l'Angleterre, là. Voilà, qu'on avait. La guerre de l'opium. On commençait à partager. Tout le monde en profitait. Dans l'Empire ottoman, il faut bien rappeler qu'au début de 1914, les Anglais et les Allemands s'entendent pour l'exploitation des pétroles de Mossoul, pour la création de la Turkish Petroleum. Il y avait donc des possibilités pour ces puissances européennes d'une exploitation raisonnée du monde extérieur, à l'époque où la colonisation européenne s'est imposée partout, qui pouvait peut-être permettre d'écarter le spectre de la guerre. Je pense quand même que les nations européennes étaient persuadées chacune d'être la plus forte, d'avoir la meilleure armée, et elles ne craignaient pas la guerre, finalement. La France, l'Allemagne, l'Autriche, la Russie étaient fiers de leur force, et s'il devait y avoir une guerre, elle serait très courte. Tout le monde est convaincu de toute manière qu'elle sera courte. Oui. Donc ce sera Blitzkrieg. Oui, quelle erreur. Personne ne pensait, n'imaginait qu'on était parti pour 4 ans de guerre. Tout le monde pensait être rentré pour Noël. Il y a même des éditoriaux en 1914 où on évoque la guerre forcément courte du fait du développement des armements. Si elle durait au-delà de quelques semaines, elle serait beaucoup trop meurtrière. C'est inimaginable. Ça, c'est un point évidemment essentiel qui nous renvoie à ce thème de l'imprévu dans l'histoire qu'il faut toujours prendre en compte. Après les choses qui sont survenues, qui ont eu lieu, on considère qu'elles devaient avoir lieu forcément, mais dans les faits, il en va un petit peu différemment. Mais pour répondre à votre question de fond, je pense qu'il y a des forces qui jouent et qui vont inévitablement vers un séisme. Alors,
quelle forme il devait prendre. Oui, mais en même temps, j'insiste, en même temps, ce qu'on constate quand même, c'est que, par exemple, dans les années précédant la guerre, les querelles coloniales entre les puissances européennes ont toutes été réglées. La thèse de Lénine de l'impérialisme, stade suprême du capitalisme, il explique que c'est à travers l'expansion coloniale que le capitalisme a réussi à survivre, en quelque sorte, et à échapper aux crises qui devaient fatalement l'engloutir, selon Marx. Avant 1914, on s'est entendu avec l'Allemagne sur le Maroc, on s'est entendu avec les Anglais à travers l'entente cordiale sur l'Égypte, on s'est entendu, les Anglais, les Allemands se sont entendus par des accords secrets pour se partager un jour le Congo belge et les colonies portugaises. Dans cette perspective-là, la guerre entre les puissances européennes n'apparaît pas comme un horizon incontournable. Il y a des messages de Cambon, l'ambassadeur à Berlin, en juin 1914, quelques semaines avant l'attentat de Sarajevo, expliquant que jamais la paix n'a paru aussi solide et la perspective d'une guerre n'a jamais été aussi incertaine et peu probable. Alors, sur la reprise de la colonisation, ouais. Je pense que elle est essentiellement le résultat de la Grande Dépression qui font que les puissances modernes ont besoin de matières premières. Et donc c'est ça qui va provoquer le renouveau, avec Jules Ferry en particulier, pour la conquête de l'Afrique française. Donc qu'on se partage le monde pour avoir chacun ses réserves, bon, ça... Il me semble que ça doit pouvoir se faire. Alors maintenant, vous dites que les Allemands ont laissé faire facilement le Maroc. Non, là, ils ont résisté beaucoup. Il y a eu trois crises marocaines. Il a fallu attendre 1912 pour... Et ça nous a coûté une partie du Congo. Absolument. On leur a donné quelques territoires. Ils voulaient même tout le Congo au départ. Quelques territoires en compensation là, pour élargir leur Cameroun et leur Afrique équatoriale, allemande. Alors il y a un autre point aussi qu'on a souvent avancé parmi les causes de la guerre, c'est la rivalité navale entre l'Angleterre et l'Allemagne. Ça, c'est fondamental. C'est fondamental parce que dans toute l'histoire du monde, l'Angleterre, c'était les mers et l'expansion, et l'Allemagne était leur allié comme étant la principale puissance continentale. Ça a toujours fonctionné comme ça. Même à l'époque de Bouvines, il y a une alliance entre l'Angleterre et l'Allemagne contre la France, qui est une très grosse puissance au monde, au XIIIe siècle, en personne. C'était la nation la plus peuplée d'Europe, mais c'était une nation agricole. Donc pour l'Angleterre, nous c'est la mer, et les Allemands c'est le continent. Voilà que tout ceci reste vrai jusqu'en 1888. 1888, c'est la mort de Guillaume Ier. C'est l'année que les Allemands appellent l'année des 3 empereurs, puisque le fils de Guillaume Ier va vivre 3 mois, et que c'est le petit-fils Guillaume II qui... Donc Guillaume II arrive au pouvoir avec des idées totalement différentes. Et lui, il veut faire de l'Allemagne une puissance mondiale, coloniale, et pour ça, il a besoin d'une grande marine. Et c'est ça le péché mortel qui va faire que l'Angleterre va s'unir à la France. Et bon, ils vont beaucoup hésiter. Leur diplomatie va voir un peu les Allemands, est-ce que c'est possible quand même, etc. Et les Allemands reviennent toujours à la même chose. Une marine, c'est essentiel pour nous. Bien sûr. Et à ce moment-là, il va y avoir ce grand virage qui va être de dire, comme disait le cardinal de Retz, on voit les grands hommes dans leur façon de choisir entre les grands inconvénients, et les Anglais vont dire la France est un inconvénient, mais un plus petit inconvénient que l'Allemagne.
Oui, de ce point de vue, évidemment, l'entente cordiale de 1904 est un tournant. Est un tournant, et c'est un tournant que font les Anglais. Oui. En particulier leur jeune roi, enfin non, jeune, non, mais nouveau roi Édouard VII. A un vrai courage physique, parce qu'il fait un voyage en France au lendemain de Fachoda. Les Français l'accueillent avec des tomates. C'était pas gagné. Et c'était pas gagné. Hein. Mais ces passages antérieurs à Paris lui ont quand même assuré une certaine popularité qui va permettre de rattraper le coup. On va rattraper le coup, mais parce que tout le monde a besoin de cette alliance. Mais elle est contre nature. Ah bah oui, parce que là on s'alliait avec l'ennemi héréditaire, en fait, comme vous l'avez signalé quelques années après Fachoda. Absolument. Et alors cette Première Guerre mondiale, vous la décrivez, vous mettez en lumière ces différentes étapes. Vous rappelez à juste titre l'importance de l'entrée en campagne des Russes suffisamment tôt en 1914 pour soulager la France confrontée à la guerre éclair souhaitée par les Allemands, par le général von Schlieffen. C'est plus qu'important. Je pense que la France aurait été totalement laminée si les Russes n'étaient pas rentrés en guerre. C'est-à-dire qu'il y a en fait 2 corps d'armée que Moltke va prélever sur son aile droite pour les envoyer sur le front de l'Est en catastrophe. Et ils arriveront alors que les victoires de Tannenberg des lacs Mazurek auront déjà été obtenues. Ça n'aura servi à rien. Mais la menace qui pesait sur la Prusse orientale et même sur Berlin a été évidemment décisive. L'attaque allemande sur la Belgique, au départ, comprenait 15 corps d'armée, ce qui était considérable. Et lorsque on va arriver à la bataille de la Marne, il n'y en a plus que 11. C'est ça. Il y en a 2 qui ont été prélevés pour les envoyer sur le front russe, et 2 qui sont laissés en Belgique. Qui sont laissés à Anvers, pour le siège d'Anvers. Et ça, évidemment, ça crée un rapport de force nouveau quand on arrive sur la Marne, où va se produire... 11 corps d'armée, c'est énorme, mais c'est moins énorme que 15. Où va se produire le miracle, entre guillemets, qui est dû à Joffre ou à Gallieni, allez savoir, le débat reste ouvert. Mais c'est un moment évidemment essentiel. Alors, il y a un point également que vous mettez bien dans le lumière dans votre ouvrage, c'est la métamorphose que connaît l'armée française à partir de 1917, de 1916 d'ailleurs, mais surtout après l'échec du chemin des dames et l'arrivée au commandement de Pétain, cette armée française qui en 1914 s'engage encore comme une armée napoléonienne à beaucoup d'égards et qui en 1918 sera une armée industrielle dotée de matériel nouveau en matière d'artillerie, en matière d'aviation. Michel Goya, dans un ouvrage récent, l'a intitulé « Les vainqueurs », l'a bien montré. Il y a eu un changement de nature de cette armée qui s'est complètement transformée au fil de la guerre, ce qui va expliquer la victoire finale. Je crois qu'on se tromperait si on pensait que l'armée française était mieux préparée à la guerre de 14 qu'à la guerre de 39. On a coutume de dire en 39 on n'est pas prêt du tout, mais en 14 on n'est pas plus près que ça. On est complètement à côté de nos pompes. On n'a absolument pas d'artillerie lourde. Oui, voilà, tout à fait. L'armée française a tablé sur une guerre de mouvement rapide. Donc la guerre de mouvement, c'est le canon de 75, qui est un très bon canon. Très bonne arme, oui. Mais il n'y a pas du tout d'artillerie lourde comme en disposent les Allemands. Donc là, on est... L'équilibre sera établi difficilement plus tard. J'espère que ces quelques échanges vont donner à nos téléspectateurs l'envie de se plonger dans votre livre, qui est une mine d'informations et d'interprétations originales, et que je leur recommande vivement. Donc je rappelle son titre, Alain Dubaudiès, La Grande Guerre, autopsie d'un séisme, 1870-1935, aux éditions Temporis. Merci. Merci, monsieur.